à Jean-Patrick. Sous une ovation d'applaudissements. Bravo Jean-Patrick. Bon, je vous propose d'assister à la présentation. Si vous êtes toujours motivé, vous aurez le droit d'applaudir à la fin. Ouais. Alors déjà, il faut savoir que je suis très heureux d'être ici. C'est un petit peu un symbole de venir ici. C'est un peu un retour aux sources parce que même si ça s'entend pas, en fait, je viens de Céret. Je suis né ici, je suis parti à Paris très jeune, j'ai toute la famille qui est ici, ma mère qui est catalane, bon, qui a épousé un breton, donc ça fait un peu un moldu si vous connaissez Harry Potter. Mais en tout cas, voilà, ça avait du sens pour moi en fait de venir ici. Pourquoi? Parce que j'enseigne le digital dans beaucoup d'établissements, dans des universités, à Paris. Je transmets mon savoir, mon expérience, tout ça, et au final, quand Caramel Prod m'a proposé d'intervenir ici et de dire ok, on va essayer de proposer quelque chose sur la région, pour les entreprises de la région, de dire ok, je viens tout de suite parce que ça a du sens pour moi et parce que c'est un retour aux sources. Alors, c'est un petit peu d'émotion, un petit peu dur ce matin, donc je vais essayer de y aller tranquillement. J'ai été à l'UPE 66 avant-hier et j'ai discuté un petit peu avec les gens sur les réseaux sociaux, la stratégie digitale. Et il y a un discours que j'entends très souvent, c'est « Ah putain, il faut que je me mette sur Facebook, mais j'ai pas le temps. » Un autre discours que j'entends, c'est « Bon, je vais faire des réseaux sociaux, mais qu'est-ce que ça me fait chier, putain !» Alors, aujourd'hui, l'idée, ça va être de comprendre en fait que les médias sociaux, c'est quoi? C'est un outil à la base qui est fait pour le particulier. C'est-à-dire, à la base, c'est un outil de mise en relation. Et en fait, les entreprises, au fur et à mesure, se sont dit « Ah ouais, il y a pas mal de monde sur les réseaux sociaux. C'est gratuit, on peut diffuser de l'information, donc on va peut-être pouvoir faire de la com là-dessus. » Et les entreprises, en fait, se sont emparées des médias sociaux après le particulier. C'est pour ça qu'il y a eu tout un temps, tout un process pour qu'on puisse comprendre en fait la stratégie qu'on mettait derrière les réseaux sociaux et la stratégie qui était adaptée aux entreprises. Aujourd'hui, on ne va pas se le cacher, il y a des dizaines et des dizaines d'outils qui existent. Clairement, vous n'aurez jamais le temps de tous les aborder. Clairement, je n'aurai jamais le temps de tous les aborder. Donc c'est indispensable de cibler sa stratégie. C'est indispensable de savoir où on va, avec quel outil et comment. Aujourd'hui, on ne va pas pouvoir tout aborder dans le détail, parce que 45 minutes c'est court. Par contre, je vais vous faire un survol de toutes les possibilités avec les réseaux sociaux. Et je vais vous montrer aussi que les réseaux sociaux, c'est souvent quelque chose qu'oublient les entreprises, c'est un outil collaboratif. C'est quelque chose qui est fait pour travailler à plusieurs. Si vous ne travaillez pas à plusieurs, vous êtes mort parce que vous ne pourrez pas poster tout le contenu vous-même. Et on attaque tout de suite. Alors, désolé, la télécommande, ça fait un peu pompeux, ça fait très conférence TED, mais c'est assez pratique quand même. Alors, je vous donne quelques chiffres. C'est quoi la transition digitale? On entend beaucoup parler de la transition digitale. La transition digitale, c'est un mot qu'on galvaude partout. Et ça me fait beaucoup rire parce que quand j'interviens, je suis très en lien. Alors, notamment, j'étais basé longtemps sur la région de Chartres et je suis très en lien avec les centres de l'innovation. Je suis très en contact avec les entrepreneurs. Il y a un truc qui est très important pour moi, c'est d'avoir un lien avec la réalité de terrain, en fait. Pour justement pas devenir un prof pompeux qui va vous raconter des trucs qui n'ont aucun lien avec la réalité. Et je me rends compte en fait souvent qu'il y a des experts de la transition digitale. Et quand on discute avec eux, voilà, il y a beaucoup de concepts, il y a beaucoup de choses, mais dans le concret, c'est quoi la transition digitale? Dans le concret, c'est ça. Dans le concret, vous avez 7 milliards d'individus sur Terre, dont 55% d'urbanisés, c'est-à-dire 55% de personnes qui habitent dans un environnement, dans un environnement économique, ville, village, etc. Vous avez 4 milliards d'utilisateurs d'Internet, donc un taux de pénétration sur la population globale de 53%, c'est-à-dire la plupart des personnes qui ont des habitations ont Internet et l'utilisent. Vous avez 3,1 milliards d'utilisateurs des réseaux sociaux, c'est-à-dire vous avez 42% de la planète qui utilise les réseaux sociaux. Ce chiffre-là, il est super intéressant. Vous avez 5 milliards d'utilisateurs de mobiles, c'est-à-dire vous avez plus de gens qui ont des mobiles que de gens qui sont urbanisés dans le monde. Et enfin, vous avez quasiment 3 milliards, donc on est à 40% d'utilisateurs de smartphones, c'est-à-dire des téléphones sur lesquels on va avoir Internet et on va naviguer, on va surfer, on va l'utiliser pour autre chose que pour téléphoner. C'est ça la transition digitale. Alors maintenant, on va essayer de regarder en France comment on se situe. Qu'est-ce qu'on fait, qui on est, comment on est. Est-ce qu'on est en retard ou pas? En France, on a 65 millions de personnes, 81% de taux d'urbanisation.
On a 99% d'abonnements mobiles, c'est-à-dire 99% de la population qui a un mobile et qui a un forfait déclaré. On a 92% qui utilisent Internet. On a 58% médias sociaux et 50% d'utilisateurs de smartphones. Donc effectivement, on est dans une utilisation de masse, concrètement, du digital. Et ça va continuer à évoluer, puisqu'en fait, alors moi, j'ai pas baigné dedans. Je suis pas de la génération Z, je suis de la génération Y, donc je suis né au moment où il y a eu le développement des systèmes Windows. Donc j'ai connu ça jeune, mais j'ai vu l'évolution, j'ai vu la transition digitale arriver. C'est aussi pour ça que c'est intéressant, parce que du coup, je peux faire un peu le go-between avec une génération Z qui a baigné dedans, littéralement. Ils ont tellement baigné dedans qu'ils ne connaissent pas le process, ils ne connaissent pas le fonctionnement. Ils ne sont pas sensibilisés au fonctionnement comme vous l'êtes et comme sur les choses que je vais vous apporter aujourd'hui. La data, ça ne leur parle pas. Données personnelles, c'est très difficile parce qu'en fait, ils vivent avec ça. Donc pour eux, c'est normal, la vie est publique. Alors, 2016 a été une année un peu particulière puisque en 2016, on a dépassé l'utilisation du desktop face au mobile. C'est-à-dire qu'avant, on utilisait plus l'ordinateur pour naviguer sur Internet et pour avoir les usages du digital. Et en 2016, en fait, maintenant, on utilise plus le mobile. À 57% contre 43%, et ça va continuer à évoluer. Là, on est à 63% et ça va continuer à grandir. Ça veut dire en fait qu'on va vers une utilisation qui est de plus en plus instantanée et sur des formats qui sont de plus en plus réduits. C'est-à-dire que le site internet, ça évolue, les conceptions de sites internet vont évoluer, puisque de plus en plus, ça va être d'abord une utilisation pour les smartphones, et ensuite une utilisation pour l'ordinateur. Et ça, je vous parle de ça, c'est dans 5 ans, hein. Ça va bouger très très vite. Bien, allons-y, on va se faire un petit test parce que l'objectif de la conférence, c'est aussi que ce soit participatif. Je ne vais pas vous talker pendant 2 heures, je vais aussi vous faire participer parce que j'ai vu que les sièges étaient hyper confortables et que vous risquez de vous endormir. Ça serait dommage. J'ai listé différents réseaux sociaux en milliards d'inscrits sur ce graphique. Je vais les afficher au fur et à mesure. Mais du coup, je vous propose de me dire quel est le premier ou celui qui a le plus d'inscrits. Ouais, elle est facile celle-là. Non, Facebook. Facebook. Combien d'inscrits sur Facebook à votre avis? Yes, 2,3 milliards. Ensuite, Instagram. Les Chinois. Alors, j'ai pas mis les réseaux internes, style WeChat, etc. J'ai vraiment mis les réseaux France qu'on a plus l'habitude d'utiliser pour que ce soit plus simple. Mais je vais parler des autres juste après. Alors YouTube, je vais en revenir aussi, c'est pas vraiment un réseau social YouTube, parce qu'en fait c'est une plateforme de streaming qui bascule vers un réseau social. On en parle juste après aussi, c'est promis. Instagram. Instagram qui a été racheté par Facebook avec 1 milliard d'utilisateurs. Ah, je vous ai spoilé. Là vous pouvez huer, hein, vous avez le droit. Bon, donc le prochain, c'est Twitter. Mais alors, donnez-moi combien d'inscrits? 700 millions? Alors, on commence à descendre un petit peu. Allez, le prochain. Yes, c'est Snapchat. Snapchat, vous allez le voir, position monde, il n'est pas super bien placé. Par contre, en France, il est plutôt très bien placé, et il est plutôt très bien placé sur une catégorie d'âge bien spécifique. On en parle après aussi. 190 millions. Et le dernier, le petit dernier de tout ça? Yes, LinkedIn. S'il veut bien s'afficher. Voilà. Avec 110 millions d'utilisateurs. Vous allez voir que, alors, là, si j'étais un mec qui vous raconte la messe, je vous dirais, ok, Facebook, il y a le plus d'utilisateurs, allez-y sur Facebook. Vous êtes sûr de toucher votre cible. Ça, c'est ce qu'on entend souvent. C'est ce qu'on entend beaucoup trop de la part des agences, des consultants. Et c'est des mauvais réflexes, en fait. Mais on va le voir juste après. C'est pas parce qu'on va cibler le réseau social qui a le plus d'inscrits que on va forcément toucher sa cible. Parce qu'effectivement, il y a tout le monde, mais du coup, il y a tout et n'importe quoi en termes de contenu. Donc du coup, voilà, c'est... On regarde vite fait France versus monde. En France, on a 33 millions d'utilisateurs Facebook, on a 14,5 millions WhatsApp,
On a effectivement YouTube qui apparaît en deuxième position, qui a été considéré ici comme un social media, mais enfin qui n'en est pas vraiment un. Snapchat, Instagram, Twitter, LinkedIn et Pinterest. Et dans le monde, on a Facebook, YouTube, WhatsApp, Snapchat qui intervient plutôt dans les dernières positions, Insta qui est plutôt placé en quatrième position, et puis après les autres. Voilà. On est sensiblement dans une configuration qui est à peu près la même que dans le monde. D'accord. C'est juste que si vous voulez faire de la com sur Snapchat, dites-vous que ce sera plutôt orienté France. Un truc important aussi à savoir, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais Facebook est interdit en Chine. Donc si jamais vous voulez conquérir le marché chinois avec votre page Facebook, bon courage. Maintenant, on va parler marketing, parce qu'effectivement, les réseaux sociaux, c'est bien beau, je pourrais vous expliquer comment on poste une publication, comment on met une photo, ça je suis convaincu que vous savez faire. Si jamais vous ne savez pas, vous pouvez venir me voir après, je vous montrerai, il n'y a pas de souci. Et du coup, l'idée, ça va être un peu de comprendre déjà l'environnement dans lequel on se situe. Pourquoi, aujourd'hui, les entreprises se mettent aux réseaux sociaux? Il n'y a pas que l'argument de parce qu'il y a tout le monde sur les réseaux sociaux. Il y a une autre raison. Et du coup, je vais vous la démontrer par un système de petits jeux. Je vais vous demander du coup de prendre vos calepins qu'on vous a donnés. Et je vais vous demander du coup de noter, de choisir en fait un des crayons. Celui que vous voulez. Vous allez choisir le numéro du crayon. Et c'est tout. Allez, je vous laisse 2 petites minutes pour le faire. C'est pas collaboratif, hein, attention. Alors, maintenant la question que je vous pose, c'est sur quels critères vous êtes basé pour choisir ce crayon? Ok. La couleur, le chiffre, ok. Qui est-ce qui a pris la couleur? Levez la main. Ok, donc 90% d'un ça. En même temps, je vous laissais pas trop de choix. Et qui est-ce qui a pris le chiffre? Juste pour savoir. Ok, pas mal. Ouais, ça. Il y a quand même un petit pourcentage de la salle. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est le marché tel qu'on pouvait l'imaginer avant. C'est-à-dire, j'ai peu de concurrence, donc j'ai une forte différenciation dans le produit. Si j'ai une forte différenciation dans le produit, ben en fait, j'ai pas besoin de beaucoup communiquer. J'ai pas besoin de beaucoup argumenter. Pourquoi? Parce que je vous demande un stylo et vous allez probablement choisir votre couleur préférée. Votre couleur préférée, c'est quelque chose qui vous incombe, c'est personnel. Donc du coup, ça va créer une segmentation. Très simple par le produit. Ok, on va passer à la slide suivante. Je vous laisse choisir. Allez-y, notez. Alors, je vous invite à noter les choix à chaque fois, parce qu'on va utiliser l'historique après. Sur quoi vous êtes basé? Le chiffre. Qui est-ce qui a gardé le même crayon que juste avant celui qu'il avait choisi? Ok, on appelle ça le principe de fidélisation. Et oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez choisi un crayon avec un numéro, il n'y a plus de caractéristiques de différenciation, donc qu'est-ce que vous faites? Ben, vous prenez le même. Vous avez le droit de changer. Donc vous allez faire un nouveau choix et vous allez noter le nouveau crayon. Alors, qui est-ce qui a gardé le même crayon? Pourquoi? C'était le bon prix? C'était le moins cher? C'est bien tombé, beaucoup de chance. Les autres, qui est-ce qui a gardé le même crayon mais c'était pas le moins cher? Oui? Prix correct. Prix correct. Okay. Prix psychologique. Ok, c'était le moins cher? Non, c'était pas le moins cher. Ok. Alors maintenant, petite question. Qui est-ce qui a changé? Ok. Dans ceux qui ont changé, qui est-ce qui a pris le moins cher? Ok, différenciation par le prix. Ça, c'est tout ce qu'on peut imaginer dans les années 80, l'arrivée du hard discount, etc. Je fais une domination par les prix, je mets le moins cher, comme ça va me donner un caractère de différenciation et un vrai argument de vente. Alors maintenant, on va changer un petit truc. Je vais vous dire, ouais, mais le crayon à 2 €, il va tenir une semaine. Tu vas le péter, tu vas péter la mine, ça va être fatigant. Au final, tu vas pas arrêter de le casser. Celui à 5, il est pas mal parce qu'il va
tenir dans la durée, tu vas l'avoir pour 1 an, c'est un très bon rapport qualité-prix, c'est du bois extrait avec une fibre spéciale qui casse pas. Ok, qui est-ce qui maintenant serait tenté de changer? Ça, c'est ce qu'on appelle l'argumentaire commercial. C'est ce que va faire le commercial quand il va venir chez le client, chez le prospect. Il va poser un argumentaire sur le prix pour lui convaincre d'acheter par rapport à son argumentaire produit. Tout ça, c'est interne, c'est défini par l'entreprise. D'accord? Ça n'est pas défini par l'utilisateur ni par le consommateur. C'est vraiment défini par l'entreprise. Passons à la diapo suivante. Je vous torture un peu. Allez-y, je vous laisse faire un choix. Ok, sur quoi vous êtes basé cette fois-ci? Qui est-ce qui a gardé le numéro? Rapidement, on va aller vite. Ok, toujours principe de fidélisation. Maintenant, je vais ajouter un nouvel élément. Et là, on va commencer à comprendre la différenciation et on va rentrer dans le digital. Touc. Ok, qui est-ce qui change? Ok. Lequel vous prenez? Le mieux noté. Ok. Et donc maintenant, je vais envoyer un dernier élément. Je vais vous diffuser une vidéo. On n'a pas beaucoup de son, donc je vais vous demander de faire le silence. J'espère que vous allez pouvoir l'entendre, sinon de toute façon, je vais l'argumenter juste après. C'était le crayon numéro 3. Qui d'entre vous changerait? Allez-y, soyez sincères. Après, vous avez le droit de ne pas changer. C'est vraiment votre avis, c'est un ressenti. Ok. Ça, c'est ce qu'on appelle le storytelling. Le storytelling, c'est quoi? C'est que je place une histoire sur un outil. Enfin, sur un produit, pardon. Je place une histoire qui va souvent raconter la vie ou le cheminement d'un personnage. Ça, c'est le storytelling. Et c'est aussi un outil de différenciation. Aujourd'hui, en fait, avec l'arrivée des startups, on est dans une phase où, en fait, on peut créer avec rien. Et quand je vous dis qu'on peut créer avec rien, quand Raphaël disait que j'ai créé ma première entreprise à 19 ans, en fait, je l'ai créée au lycée. Et au lycée, je me suis dit, bon, j'aime bien la musique, je ferais bien DJ. Et quand tous mes potes cherchaient des plans de soirée chez leurs copains qui n'avaient pas trop de sous, j'ai fait quoi? J'ai contacté un de mes amis qui était un peu développeur, comme ça. Il m'a vite fait une page web, mais vraiment très simple. J'ai fait une pub sur Google Ads, Google AdWords, qui venait de démarrer à l'époque, donc les prix étaient dérisoires. Ça m'a coûté genre 30 € par mois, le prix d'une box internet ou d'un forfait mobile. Et effectivement, j'ai eu des leads qualifiés là-dessus. Et comme les leads qualifiés d'une soirée, on est au minima à 350 € la soirée, bah forcément, mon investissement publicitaire s'est rentabilisé immédiatement, avec de la conversion. Voilà le marché aujourd'hui. Le marché, il est immédiat. Il faut tout de suite, maintenant, et c'est pas discutable. Et depuis qu'Amazon Prime est arrivé avec les services où vous avez à peine cliqué qui sont déjà chez vous, ça va encore continuer à évoluer. Il est... Oups, pardon, c'est pas grave. Il est abondant. Abondant, ça veut dire, en fait, c'est ce que je vous ai montré avec le principe des crayons. Aujourd'hui, vous avez 10 000 crayons bleus à 5 €. Pour choisir, bon courage. Et il est volatile. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez vu, ce qu'on a fait là, c'est exactement le comportement de l'utilisateur. À chaque fois que je donnais un nouvel argument, vous changiez, sans discussion, sans hésiter. Ça, c'est la volatilité du marché aujourd'hui. Alors du coup, le processus de sélection, il est engagé par la différenciation. Et là, on arrive... Tac, je ne connais même plus les... Voilà. Donc, la différenciation, ça va être côté entreprise. Et après, on va parler du processus de sélection qui va être côté client. Et c'est là où on va commencer à rentrer dans le social media. Le besoin ou le positionnement. Je réponds à un besoin, j'ai un positionnement ou un objet qui va être spécifique. Le service client, mon client, qu'est-ce qu'il va regarder? Il va regarder si oui ou non, il y a du service client, il y a de l'accompagnement, il y a du contact humain. Parce que on m'a aussi beaucoup dit, ouais mais les réseaux sociaux, le digital, c'est une plaie pour les relations humaines. Eh ben moi je suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est un outil au service des relations humaines. Parce qu'en fait aujourd'hui, les gens sont sur le digital, ils manquent de relations humaines. Et c'est pour ça que quand on organise des événements comme ça, les gens se déplacent. Parce qu'ils ont besoin de voir en face d'autres personnes.
Par contre, le digital est très intéressant parce qu'il va me permettre d'entretenir le réseau, il va me permettre d'avoir un certain nombre d'outils à ma disposition pour pas qu'on m'oublie et pour qu'on se rappelle de moi. Je vais vous expliquer juste après comment. Ou la provenance, super important. D'où vient mon produit? Avant, c'était le moins cher. Il n'y avait pas d'argument de différenciation qui était sur le storytelling du produit. Aujourd'hui, on va avoir des circuits courts, on va avoir des producteurs locaux, on va avoir une conscience du marché local et on va essayer de faire travailler les locaux. Et ça, c'est super important. C'est aussi une initiative que j'encourage énormément, en fait. Parce que, en fait, c'est aberrant d'aller chercher de la ressource aux quatre coins de la Terre, alors que vous avez à côté quelqu'un qui peut vivre pour le même service. Combien? La politique de prix. La politique de prix, effectivement, ça va être un outil de différenciation, mais ça ne va plus être le premier. Avant, c'était le premier. Maintenant, effectivement, si je vous mets un produit low cost, mais que je vous mets une évaluation exécrable, c'est sûr que vous ne l'achèterez pas. Quand? Le délai. Donc le délai, ça, on en a déjà parlé. Et enfin, pourquoi? Les valeurs. Quelles sont les valeurs du produit? Quelles sont les valeurs de l'entreprise? Et là, on est encore dans du storytelling. Alors, les médias sociaux, comment ça marche? La particularité avec du digital, avec du site web, avec des réseaux sociaux, contrairement aux plaquettes, aux prints, aux cartes de visite, c'est qu'on a 4 types de contenus. On a l'image, la vidéo, le texte et le son. Donc en fait, on a 4 fois plus de possibilités de communiquer, ou en tout cas 2 fois plus, que sur une plaquette par exemple, où je vais avoir que du texte et de l'image fixe. En plus de ça, je vais pouvoir amener un processus utilisateur. C'est-à-dire que je vais pouvoir, à un moment donné, si mon utilisateur il veut juste voir le prix, il va cliquer sur l'élément prix. S'il veut se renseigner, il va prendre le temps de se renseigner. J'aurai plus tout sur un même support. Donc ça, c'est aussi mieux en termes de lisibilité. Alors, le contenu. Maintenant, on parle de la décision. Comment il va faire votre utilisateur, votre client, pour décider, pour choisir son produit? Il va aller voir sur le site web de l'entreprise. Ça, c'est probablement ce que vous avez déjà tous, un site web. Il va aller voir sur les réseaux sociaux. Il va aller sur les forums et les blogs. Donc ça, c'est ce qu'on dit sur vous. C'est ce que les autres disent sur vous. C'est ce que les influenceurs disent sur vous. Il va aller voir les sites de recommandation, TripAdvisor, etc., Airbnb, toutes les notes. Ça, c'est ce que les utilisateurs disent sur vous, mais par une autre plateforme, qui se veut être un peu une autorité compétente. Il va regarder la publicité, médias classiques. Donc ça va être du spot radio, ça va être du spot publicitaire si vous avez vraiment de l'argent, ça va être de la publicité sur Facebook, etc., etc. Et enfin, il va regarder ce que disent les médias sur vous. Sur les réseaux sociaux, on a aussi un petit peu d'avis utilisateurs. Alors je vais vous donner 2 chiffres. Le premier, il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% des utilisateurs qui vont voir une publicité ou une plaquette vont aller sur Internet pour regarder qui vous êtes avant de prendre la décision d'acheter ou pas votre produit. Donc si vous n'y êtes pas, mais que votre concurrent qui a approximativement le même nom y est, c'est chaud. Parce qu'en fait, il va aller vous chercher vous, il va sûrement taper un mot-clé sur Google, parce qu'il ne va pas forcément taper le HTTP de votre site. Et là, il va tomber sur votre concurrent qui lui a un super site internet et des recos de dingue. Et du coup, il va travailler avec lui. La deuxième chose aussi qu'on peut voir ici, c'est que le digital prend une part non négligeable sur l'ensemble des supports. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai la publicité et les médias qui vont être des supports plutôt classiques, et tout le reste, c'est du digital. Donc du coup, effectivement, le processus de décision, il va s'engager davantage sur le digital. Et enfin, on va parler de ça. La e-réputation. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la e-réputation? C'est quoi? C'est pas vraiment le bouche à oreille, ça en fait partie. Oui, c'est l'image de marque, mais concrètement, comment ça se matérialise? Pas forcément. Pas forcément. C'est le taux d'engagement des utilisateurs envers nous? Ça en fait partie, mais c'est pas ça. À chaque fois, vous me donnez des éléments, et c'est très bien parce qu'en fait, vous avez conscience de ce que c'est.
On va essayer de le définir de manière globale. En fait, la e-réputation, c'est quoi? C'est ce que moi je dis de moi, plus ce que les autres disent de moi. Ça veut dire en fait que, par exemple, je vais dire des choses sur moi. Je pourrais demander à Raphaël de me présenter, c'est ce qu'il a fait. Il m'a dit voilà, JP, tac, Normandie, venu de Californie, machin, décalage horaire, bam, jet lag. Sauf que dans tout ça, il a parlé. C'est normal, il m'a contacté, il m'a demandé de venir. Donc il allait pas dire ouais, donc JP, bon, j'ai vu sa présentation, c'était pas terrible. Maman, il est là, vous êtes là, donc sur un malentendu. Donc du coup, votre avis ou l'avis de l'utilisateur est super important. Et il faut comprendre qu'il est sur Internet. Et il faut aussi travailler avec lui. Il faut travailler avec cet utilisateur. Travailler avec cet utilisateur, ça ne veut pas dire juste publier sur les réseaux sociaux des posts Facebook. Ça, c'est important. Et c'est vraiment, j'insiste là-dessus. Parce que souvent, quand les gens me disent « Ouais, il faut que je me mette au digital, il faut que je mette un post sur Facebook », c'est pas ça le digital. Et cette stratégie, c'est pas forcément celle qui va apporter le plus ses fruits. Je vais vous dire honnêtement, moi j'essaye de poster des posts pertinents, donc je ne poste pas tout le temps. Des fois il se passe du temps sans que je poste. Des fois on bombarde quand on a un nouveau produit, un nouveau projet, une sortie de marque ou des choses comme ça. C'est pas que ça. C'est aussi discuter avec l'utilisateur, discuter avec le client. Alors qu'est-ce qui se passe? On va parler de l'inbound marketing. Ça vous parle ou pas, ça? Ouais, à qui ça ne parle pas du tout? Ok. Je vais faire rapidement un topo sur l'inbound marketing. L'Internet, c'est quoi? C'est un outil qui est au service du contenu. C'est quoi l'objectif d'Internet? C'est quoi l'objectif de toutes ces plateformes? Parce qu'en fait, c'est des entreprises comme vous et moi, donc il faut bien qu'ils sortent leur bif à la fin du mois. Pour ça, ils ont forcément un objectif. Cet objectif, c'est quoi? Ouais, mais pour gagner des sous, il faut qu'ils fassent quoi, comme la plupart de ces plateformes sont gratuites? Il faut qu'ils mettent de la publicité. Pour qu'ils mettent de la publicité, il faut qu'ils fassent quoi? Ouais, il faut qu'ils aient de l'audience. Il faut qu'ils aient de l'audience. Plus ils ont de l'audience, plus ils peuvent mettre de la pub. Mais maintenant, on va plus loin que ça. Facebook, 2 milliards d'utilisateurs, c'est bon, le mec a 40% de la planète, son audience, elle est faite. Il y a une autre problématique pour Facebook. Parce que oui, Facebook a des problèmes aussi. Laquelle? La désinformation. Alors ça, c'est pour l'utilisateur. Mais pour Facebook, imaginez, vous êtes tous les associés de Mark Zuckerberg. C'est quoi votre problématique en tant que pour continuer? Vous avez 2 milliards d'utilisateurs, vous avez la Terre entière. C'est que les gens soient le plus connectés le plus longtemps possible sur votre réseau. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est que vous passiez vos journées en tant qu'utilisateur sur les réseaux sociaux. Et là, ils sont contents. Pourquoi? Parce que vous voyez de la pub. Si vous voyez de la pub, ils gagnent de l'argent. Et s'ils gagnent de l'argent, c'est bon. 2 milliards d'utilisateurs, c'est mensuel. Il y a peut-être 3,5 milliards d'utilisateurs sur Facebook, d'inscrits. Mais les utilisateurs inscrits, on s'en fout. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est les utilisateurs actifs. Il faut bien comprendre cette logique-là. Si on la comprend, on comprend ce qu'attend Facebook de nous. Et si on comprend ce qu'attend Facebook de nous, on comprend comment il va nous faire remonter dans le ranking et dans le référencement. Ça, c'est la stratégie d'inbound marketing, c'est-à-dire c'est tel que le paysage de l'Internet existe aujourd'hui. Les réseaux sociaux, donc pour que vous restiez le plus longtemps possible, il faut que vous puissiez publier du contenu, il faut que les utilisateurs publient un maximum de contenu. Il faut que ce contenu soit ciblé, d'accord ? Ciblé, ça veut dire qu'il touche la bonne cible. Parce que si vous allez sur Facebook et que vous ne trouvez pas des publications qui vous intéressent, vous allez venir une fois, deux fois, trois fois, au bout de la 4e, vous n'allez plus vous connecter, au bout de la 5e, vous allez désinstaller l'appli. Donc l'objectif pour eux, c'est qu'à chaque fois, vous soyez des accros à ça. C'est d'ailleurs une vraie problématique chez les jeunes. Souvent en conférence, je ne le fais pas avec vous, mais souvent en conférence avec les jeunes, je leur demande de prendre leur smartphone et de me dire combien de temps ils restent connectés par jour sur les réseaux sociaux. Je tombe sur des 4 heures journaliers, 5 heures journaliers. On a fait un ratio à l'année. Ça fait 3 mois dans l'année où ils sont sur les réseaux sociaux. Et là, généralement, ils me regardent et ils me disent « 3 mois à perdre notre vie ?» Et là, il y en a toujours un en fond de salle qui me dit « Ah non, monsieur, on perd pas notre vie, on fait des choses quand même !»
Donc ça, c'est important aussi de le comprendre. Donc, plus de contenu ciblé, un meilleur contenu, et eux, ils sont contents. Là-dessus, nous, les marketeurs, on a utilisé cette vague-là. On s'est servi de ça et on s'est dit, OK, il veut du contenu ciblé. Moi, je sais que j'ai 1400 amis sur mon mur, donc si je relaye une publication, mais les 1400 ne les verront pas, surtout que j'ai pas autant d'abonnés. Mais je m'en fous, en fait, parce que je ne veux pas que les 1400 voient la publication. Le dernier projet en date que j'ai fait, c'est un spectacle sur Paris. Ce spectacle sur Paris, on m'a dit, ouais, paye de la pub, paye du Facebook, du machin. J'ai payé 0 publicité. On a fait 2 complets, on a eu du monde tous les soirs. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai ciblé mon contenu, j'ai fait un contenu très spécifique, intelligent. Et la logique de Facebook, en fait, c'est de faire remonter les publics qui sont ciblés. Donc si vous êtes intelligent, vous êtes bien ciblé, la pub, ça va donner un coup de boost à un instant T pour augmenter considérablement votre nombre de followers, mais c'est pas ça qui va faire adhérer votre utilisateur. Ce qui va faire adhérer votre utilisateur, c'est la qualité du contenu. Et quand votre utilisateur va le regarder, il va rester un certain temps dessus, Facebook va se dire « Tiens, cet utilisateur-là, il aime bien ce contenu, donc je vais lui faire remonter des contenus similaires. Donc je vais lui faire remonter les contenus que vous avez postés, tous les autres. » Et c'est ce qui s'est passé. Pour le spectacle, on a beaucoup discuté, j'ai discuté avec les gens qui étaient venus. Comment vous nous avez connus? J'ai vu vos publications Facebook. À chaque fois que je teasais un peu dans une soirée ou dans un truc, ouais, j'ai vu Facebook et tout, faut que je m'inscrive. Donc après, le process de conversion, il est hyper simple en fait. J'ai fait une mailing sur Facebook, un messenger, où j'ai envoyé à 150 personnes, contact direct, parce que ces gens-là, je les connais, j'ai un peu personnalisé le truc. Mais comme les gens avaient vu le contenu, que c'était centré sur eux, que ça les intéressait, ben après c'était facile. C'est pour ça qu'ils sont venus. C'est combien de personnes? On a ramené 400 personnes en tout, sur l'ensemble de l'événement. Sur un lancement, on est bien. Alors après, il y a d'autres logiques, d'autres leviers, mais j'aurais pas forcément le temps de tous les aborder. Mais en tout cas, le principal, ça a été celui-là sur l'événement. Donc c'est quoi l'inbound marketing? En 2 mots. On a un utilisateur lambda sur les réseaux sociaux, un mec ou une nana d'ailleurs, qui navigue. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant et tout, dans les transports, entre 2 réunions, en entretien de recadrage. Et du coup, l'idée, c'est de dire, ben voilà, l'utilisateur, au début, il est étranger. Si je me débrouille bien, il va visiter ma page, ou visiter mon site. Il va regarder un petit peu ce que c'est. Il va faire ça avec toutes les autres pages. Parce qu'avant, pour aller voir les concurrents, il fallait aller dans une autre boutique. Là, maintenant, je clique sur mon navigateur, je fais ouvrir un nouvel onglet, ça y est, je suis chez le concurrent. Ensuite, je vais aller voir Ensuite, ce visiteur, s'il est intéressé, il va peut-être s'abonner à une newsletter. Je vais lui envoyer de l'info. Il va demander explicitement d'avoir les infos des produits. Il va devenir prospect. Au bout d'un moment, il va se dire « Ah là là, ce robot mixeur, j'aimerais bien me l'acheter quand même. En plus, avec ma compagne, là, on vient d'acheter une petite maison sympa, on vient de refaire la cuisine. Donc, ça serait pas mal quand même que ce soit dans la maison. » Et donc à ce moment-là, il va devenir client, au moment où ce sera le plus propice. Il va devenir client, et là, il va recevoir son robot mixeur. Ou il va pas le recevoir, hashtag Lidl, je ne sais pas si vous avez écouté un peu l'actualité. Il va pas le recevoir. Donc là, il va se décharger, il va aller sur tous les sites qu'il peut, et il va exploser. Ou alors, il va adorer le robot mixeur. Il va dire, oh là là, ce robot mixeur, génial. C'est tout. Oui, parce que s'il aime, il va pas en parler. Au mieux, il va mettre un avis sur Internet. Petit chiffre comme ça, quand un utilisateur ou un client est mécontent, il en parle à 10 personnes. Quand il est heureux, il en parle à 3. Donc ça pour vous donner une idée du taux de bouche à oreille sur un produit où il y a de la satisfaction. Donc, il faut être là. Il faut lui rappeler un petit mail ou un truc, vous avez adoré notre produit, n'hésitez pas à poster un petit commentaire, n'hésitez pas à poster un avis. Ça a été aussi la stratégie du spectacle. On l'a bien intégré, c'est-à-dire à la fin, la comédienne. Et si jamais vous en avez envie, vous pouvez poster un avis si vous avez aimé. Voilà. Et du coup, les personnes postent, et à ce moment-là, je remonte encore dans le référencement, et ainsi de suite. Il devient promoteur de ma marque. L'utilisateur ne deviendra pas promoteur spontanément, plus maintenant. Ou plus sur des biens de consommation courante. Parce qu'il y a trop, en fait. Et parce qu'il est trop dans un processus d'achat tout le temps. Et ça va continuer à évoluer avec des Spotify, des Amazon, des Netflix qui sont pour, à chaque fois, vous sortez la carte bleue. Donc au bout d'un moment, il achète et puis il passe à autre chose, quoi. Donc il faut être là pour lui rappeler. Voilà, je vous passe les slides rapidement. Donc c'est ça.
attirer, je vais attirer avec du contenu qui sera par exemple un blog, des réseaux sociaux, du contenu où il y aura de l'utilisateur global et où il aura un avis neutre, en fait, où il pourra faire la part des choses. Parce que si je suis là à lui harceler en disant que mon service est le meilleur, ça va le saouler. Et puis au bout d'un moment, il va partir. Une fois que j'ai fait ça, il va dire ok, je vais m'abonner, ou je vais télécharger un livre blanc, ou je vais télécharger un mode d'emploi. Je vous prends l'exemple de mon robot mixeur. Mon robot mixeur, j'ai mon couple qui aime bien cuisiner, ils aiment bien en plus, il y a des produits frais, locaux, etc. Et le truc c'est que Amanda, elle en a marre de prendre des livres de cuisine, ça lui prend de la place, et puis en plus elle n'a pas les recettes qu'elle veut, vegan, sans gluten, ou c'est un peu à l'ancienne encore. Donc du coup, elle va se dire, bon, je vais aller sur Internet. Et là, elle tombe sur un formidable blog avec plein de recettes. Ce blog, on ne le sait pas, mais en fait, il est créé par une entreprise. Il appartient à l'entreprise qui fait les robots mixeurs. Mais ce blog, il propose du contenu vraiment... L'idée, c'est qu'il propose du contenu complètement neutre et objectif sur des recettes qui sont super bonnes. Mais il y a besoin de ce robot mixeur pour aller plus vite. Donc elle va faire les recettes et tout. Et au bout d'un moment, elle va prendre l'habitude de voir ce produit, de se dire, oh là là, j'aimerais bien l'acheter. Elle va ensuite aller sur le site de l'entreprise, puisqu'en fait, à la fin, il y a toujours un petit lien vers l'entreprise pour aller chercher le robot mixeur. Et ensuite, comme je vous disais, elle va s'inscrire à la newsletter. Elle va recevoir régulièrement des offres, des annonces, des nouveaux produits, des nouvelles recettes. Ça, c'est ce qu'on appelle du marketing automation. On en parle aussi juste après. On peut automatiser certaines choses. On ne peut pas tout automatiser. Mais effectivement, si vous devez faire à la main, vous allez mourir. Et comme c'est prévu à la base pour l'utilisateur, comme je vous disais, en fait c'est prévu pour vous fassiez à la main, à la base. Et enfin, après, elle va acheter le robot mixeur, quand le moment sera venu. Mais c'est elle qui le décidera. C'est plus nous qui le déciderons. C'est-à-dire qu'avant, on avait la dernière hésitation, clac, on mettait le petit argument qui passait et c'était bon. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, le prospect a besoin de décider lui-même. Quand est-ce qu'il passe à l'action? Et donc du coup, notre rôle à nous, c'est plus subtil, c'est de lui montrer à travers le contenu régulièrement posté que il a tout intérêt à passer à l'action avec nous. Alors, les rôles et compétences. Rapidement, je les décline pour que vous compreniez un petit peu. Alors, ça, c'est souvent la config qu'on a dans les grands groupes, dans les grandes entreprises. Néanmoins, je l'ai reprise là parce qu'en fait, on a des postes clés et on a souvent des choses qu'on n'utilise pas et des modes d'utilisation qu'on n'a pas sur Internet. Et du coup, ça, c'est hyper important que je vous sensibilise à ça, parce que vous allez voir, l'utilisation, elle va changer, du coup. Le community manager, ça vous parle ou pas? Oh, vous êtes chaud. Le community manager, c'est qui? Comment? C'est toi. Enchanté. C'est la personne qui gère les réseaux sociaux, qui anime la communauté. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il communique, mais comment? Qu'est-ce qu'il fait quoi? Ouais, il se démerde, quoi. Alors effectivement, il va publier sur les réseaux sociaux, il va publier du contenu, mais il va interagir avec la communauté. Il va donc gérer une partie de la relation client, en fait. Il va interagir avec la communauté, il va publier aussi, pas forcément que sur votre page Facebook, mais il va relayer ces informations sur des groupes, sur des pages, etc. etc. Donc le community manager, il ne s'occupe pas juste de poster du contenu. D'accord ? Si jamais vous embauchez un community manager ou que vous travaillez avec une entreprise et qu'elle vous dit « Ok, nous, on va poster 18 contenus sur Facebook. » Ok, mais qu'est-ce qui est prévu d'autre? Comment je communique avec ma cible? Quel levier j'utilise pour gagner, pour accroître mon taux de fréquentation? Ensuite, le social media manager. Il est beaucoup moins connu celui-là. Le social media manager, il fait quoi? Il va élaborer la stratégie des médias sociaux. C'est-à-dire qu'il va regarder le travail du community manager, il va se dire, ok, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Est-ce qu'on a des bons taux de retour? Est-ce qu'il y a des bonnes personnes qui vont sur le site web, etc. Voilà, il va regarder un peu l'analytique de tout ça. Est-ce que vous les connaissez, les autres? Qui est-ce qui connaît les autres? Ok, ça marche. Du coup, tu peux aller prendre un café. Les autres, ils sont hyper importants, ils sont oubliés tout le temps. En fait, c'est quoi l'objectif d'une entreprise? C'est bien de vendre.
Si vous restreignez juste une communication sur les réseaux sociaux, bon courage pour vendre, vous n'y arriverez pas. Il faut créer un lien en fait avec votre équipe commerciale, ou avec vos commerciaux, ou avec vous si vous assurez la partie commerciale. Cette synergie, elle n'existe pas encore, ou en tout cas très peu, et c'est pour ça que je suis en conférence tout le temps devant les gens, parce qu'on l'oublie. Le lead manager, c'est qui? C'est le mec qui est en charge de voir sur toutes les fréquentations, sur tout ce qui a été fait sur Facebook, sur les interactions, qui sont les leads. Lui, en gros, il va dire, ok, lui, il a commenté, ça peut être intéressant, lui, c'est potentiellement un lead. Il va travailler en synergie avec le social media et le community parce qu'il va dire, ok, là, tu as des leads potentiels, ceux-là, tu leur envoies un petit message, tu leur proposes de s'abonner à la newsletter, etc. Tu n'envoies pas l'argumentaire commercial. Et pourquoi? Enfin, aussi, éventuellement, tu les contactes, tu demandes un rendez-vous, etc., etc. Le lead manager, il fait aussi lien avec les commerciaux. C'est-à-dire que c'est lui vraiment le go-between entre les réseaux sociaux et l'équipe commerciale. C'est lui qui va dire, ok, j'ai un lead qualifié, lui il est intéressé, il est motivé, il nous a vus régulièrement, tu l'appelles. Et effectivement, quand le commercial va l'appeler, c'est plus un inconnu. C'est plus, bonjour, je vends des forfaits téléphoniques, est-ce que ça vous intéresse? C'est, bonjour, je fais partie de telle entreprise. Ah oui, je vous ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai liké, d'ailleurs j'ai commenté votre page. Ouais, d'ailleurs, en ce moment, on fait une promo, on vend telle chose, est-ce que ça vous intéresse? Ah, effectivement, ouais, en ce moment, justement, je suis bien en recherche, etc. On simplifie le travail du commercial, on réduit le nombre de déchets, on qualifie à fond. Donc on marche mieux, de manière plus fluide. On a le traffic manager. Le traffic manager, il va s'assurer de voir s'il y a une conversion sur le site. Ça, c'est sur du site de e-commerce. En gros, le gars qui est sur les réseaux sociaux, à un moment donné, il faut bien qu'il vienne sur mon site. Puis il faudra peut-être qu'il achète aussi, parce qu'on va pouvoir dématérialiser certains processus. En réduisant le processus d'achat, on va forcément augmenter la conversion. Logique. Et enfin, le brand content manager, il s'occupe de tout et de la stratégie de marque. C'est lui qui va définir la ligne éditoriale, le storytelling. C'est lui qui va définir s'il y a une cohérence entre tous ces rôles-là. Ça, c'est vraiment un truc sur lequel j'insiste. Parce que, en fait, les médias sociaux ne sont rien s'il n'y a pas derrière une équipe commerciale qui est en synergie avec. Et si l'équipe commerciale travaille de son côté et que les community managers travaillent de leur côté, c'est un coup d'épée dans l'eau. Vous allez vous épuiser pour rien, ça va vous coûter de l'argent et au final, ça n'apportera rien de plus. Pas de conversion. L'objectif aussi, c'est d'être à tous les stades. Aujourd'hui, on a un formidable outil qui s'appelle la data. Sur Facebook, je peux vous sortir des trucs de dingue. D'ailleurs, je sais la moitié des personnes qui sont là. Je sais de quelle entreprise vous êtes, ce que vous avez fait, pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai utilisé un outil qui m'a permis de scraper automatiquement. Donc j'ai quasiment toutes vos infos sur vous, juste sur la base du nom, du prénom et du mail. En tout cas, toutes les infos que vous avez remplies. Ça m'a pris quelques minutes et je me suis dit, ok, donc je suis allé voir celui-ci, je me dis, ok, qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce que je peux faire en termes d'intervention pour que ça leur parle? Et du coup, j'ai récupéré un nombre d'informations importantes. Alors là, c'est dans un cadre d'échange, bien sûr, mais ça peut être aussi dans une démarche stratégique commerciale et ça fonctionnera tout aussi bien. Je vous rappelle que le digital est un outil au service de la relation client, il ne remplace pas la relation client, donc si jamais vous décidez d'utiliser les réseaux sociaux pour virer tous vos commerciaux, je vous dis surtout, rappelez-les tout de suite. C'est un coup de fil à passer du coup. Le réseau relationnel, super important, j'y suis déjà venu, je vais passer rapidement sur ces slides. Les relations sont comme des ronds dans l'eau, plus elles s'éloignent du centre, plus elles s'estompent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous commencez à vendre un produit, n'allez pas chercher des inconnus, si vous pouvez travailler avec les réseaux de proximité. Si jamais je vends un produit, les premiers acheteurs seront ma famille. Et il y a un lien affectif tellement fort que du coup, ils vont forcément acheter et tester. Mais ils me feront les retours aussi. Hein. Ils me diront si c'est naze, clairement. Souvent on dit oui, mais bon, c'est ma famille, ils ne me comprennent pas, etc. Si, en fait, ils ont une vision souvent basée sur l'affect, donc ils vont, si jamais ça ne leur parle pas tout de suite, ils vont le voir. Alors bien sûr, quand je dis famille, je parle de famille éloignée, n'allez pas viser vos grands-parents si vous allez vendre un produit qui se cible sur les trentenaires. Quand je parle de famille, je parle de l'ensemble. Vous allez tout de suite voir si vous pouvez vendre. Vous allez tout de suite voir si la cible colle. Vous allez avoir des retours directs et ces retours, ils sont indispensables. Ensuite, les amis, les copains, les relations et les inconnus. Les inconnus, c'est ceux que je vais toucher par la publicité. Sur les réseaux sociaux, mes amis, en fait, à chaque fois, je vais avoir des relations à qui je poste du contenu. Et ces gens, ils vont « Ah ouais, ça m'intéresse ». Et donc, je vais pouvoir convertir. L'objectif de l'inbound marketing, le truc que j'ai montré juste derrière, c'est qu'en fait, la relation achète,
Et le cercle recommence, c'est-à-dire que lui redevient moi, et donc forcément les inconnus pour moi sont des familles, amis, copains, relations pour lui. Donc forcément le bouche à oreille fonctionne, et j'ai un taux de conversion bien meilleur qu'effectivement si je m'épuise à aller faire de la publicité. La publicité, elle est intéressante pour donner un boost. Vous avez un budget, vous avez besoin d'une base ou d'une database, on y va d'un coup, bim, on va essayer de qualifier au maximum. Mais il y aura du déchet dedans. D'accord. Voilà, intensité des liens affectifs, etc., confiance. Alors, l'utilisation professionnelle. Les réseaux sociaux, qu'est-ce que je peux faire avec ? Les différents réseaux sociaux, je peux faire ces choses-là. C'est un formidable outil de veille stratégique. Parce que je sais ce que font mes concurrents, je sais ce qu'ils proposent, à quel prix, je peux tout faire, je peux tout connaître d'eux, je sais combien ils sont évalués, qu'est-ce que disent les clients sur eux, et donc je peux m'adapter, et je peux les concurrencer, me démarquer, et du coup passer devant. Concurrents, clients, visiteurs, je sais tout de tout le monde, donc j'ai un formidable outil de données, mais encore faut-il savoir l'utiliser. Si je ne sais pas l'utiliser, je vais être là, et puis je vais dire, putain, il a mis un avis négatif sur moi, je vais aller le défoncer. Ça veut dire aussi que c'est le jeu. Avoir des avis négatifs, ça fait partie du truc. Et je vais même vous dire quelque chose. Un avis négatif, ça sera pour moi un meilleur outil de vente que pas d'avis négatif du tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je peux répondre à la personne qui a écrit l'avis négatif. Et donc les autres qui vont passer derrière vont voir que j'ai un très bon service client. Chose qu'il n'y aura pas si j'ai que des avis positifs. Si j'ai 4 avis positifs et que c'est mes potes, il va le griller, parce qu'il va regarder le nombre d'avis. Par contre, si j'ai du négatif, mais que j'y réponds et que je traite la donnée, il va dire « Ah ouais, ok, donc il répond, il est à l'écoute, etc. » Publier, donc la visibilité, ça c'est ce qu'on disait, l'engagement, l'acquisition, l'entretien, la conversion. Je vous promets, je vous laisse des questions à la fin. Si jamais vous avez des choses qui brûlent, vous pouvez m'interrompre, lever la main, il n'y a pas de souci. Et sinon, je vous donnerai la parole à la fin, il n'y a pas de problème. Participer est super important. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand vous êtes dans une entreprise, vous proposez un service, vous allez avoir des concurrents, vous allez avoir d'autres produits, vous êtes un expert en fait dans votre domaine. Mais pourquoi vous ne communiquez pas dans les forums avec les autres? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un mec qui va être déçu par un produit ou qui va se poser une question, un petit post d'expert avec l'élément qui va bien, avec le lien qui renvoie bien vers votre site ou vers votre blog, et ça va vous générer plus d'audience que d'aller chercher les gens par la publicité. Pourquoi? Parce que si c'est un forum reconnu, il va y avoir beaucoup de commentaires, il va y avoir beaucoup de visites, et donc vous serez susceptible de toucher par exemple une audience de 2000 personnes sur un vu de post, alors qu'en publicité Facebook, ça va commencer à vous coûter de l'argent déjà. Ensuite, conserver. Conversion, fidélisation, ça c'est encore le rôle du contact humain. Mis à part un e-commerce avec une forte différenciation, c'est-à-dire un produit que vous proposez qui est complètement innovant, où il va se passer environ 1 mois et demi avant que vous ayez un concurrent qui débarque sur le marché et qui fasse un truc comme vous. La conversion et la conversation, c'est quand même le meilleur outil pour pouvoir vendre. Bien, quel réseau choisir? Allons-y. Alors, qui est-ce qui est sur Facebook, ici? Pourquoi vous êtes sur Facebook? Local? Bon, c'est pas vraiment un réseau local. Il y a possibilité de cibler du local, d'accord. Qu'est-ce que vous faites comme activité? Formation conseil, ok. Alors, je ne vais pas parler de concurrents, je vais parler de confrères, du coup. On va se partager les... Je vais parler de cette notion de communauté juste après. D'autres, pourquoi vous êtes sur Facebook? Oui. D'accord. Les amis. Le réseau privé. Qui est sur Facebook à titre privé et pas à titre pro? On a les deux. Les deux, ok. Ça marche. Vous faites un peu de vente, en plus de... C'est bien, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que quand vous êtes un chef d'entreprise sur une PME, une TPE, en fait, les gens, ils ont besoin de vous identifier. Et même quand vous êtes un grand groupe, on va parler d'une banque, le client, il se déplace en agence parce que, en fait, il va retrouver un conseiller qu'il aime bien, qu'il apprécie. Donc il y a encore du contact humain. Le contact humain, il ne se tarit pas, et au contraire, je pense que depuis qu'il y a ces réseaux sociaux, on a compris l'importance du contact humain et de la relation humaine. Donc effectivement, la dimension
de réseau social, elle est importante. Et je vais vous donner des outils juste après. Donc effectivement, Facebook, il y a tout le monde. C'est plutôt orienté B2C. D'accord, je suis pas trop sur du B2B, je suis plutôt orienté sur du B2C. Et après, effectivement, je vais avoir des publications globales avec un panel d'outils. J'ai beaucoup d'outils. C'est une tranche d'âge qui a tendance à vieillir sur Facebook. J'ai une population qui est plutôt dans les plus de 25 ans, voire 30 ans et plus. Et attention, il y a un truc aussi à comprendre, c'est que dans 5 ans, les gens qui sont sur Facebook aujourd'hui qui ont 30 ans, ils auront 35 ans, mais ils vont rester sur Facebook. Les gens qui sont sur Snapchat et Instagram, dans 5 ans, ils ne vont pas passer sur Facebook parce qu'ils ont vieilli. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ils vont rester sur Insta. Et il y a d'autres réseaux qui vont se créer. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais je cible des trentenaires et que dans 5-10 ans, je cible encore des trentenaires, je vais devoir changer de réseau. Pensez-y à ça. Parce que du coup, vous pouvez passer à côté de votre cible à cause de ça. Ensuite, rapidement, je vais faire un tour d'horizon pour qu'on puisse terminer. J'ai Snapchat. Snapchat, je vais plutôt avoir des utilisateurs jeunes, je vais plutôt avoir du 15-25 ans. Pourquoi? Parce que c'est une utilisation plutôt interactive, fun, j'ai beaucoup de réalité augmentée, j'ai beaucoup de vidéos. On a encore du mal à se positionner en tant qu'annonceur ou en tant que TPE, PME. On a des grands groupes qui l'investissent. Et pourquoi les grands groupes ou les grandes infrastructures investissent Snapchat? Parce qu'en fait, c'est encore un peu dépollué de la publicité à outrance qu'a mis en place Facebook. Donc du coup, ils ont encore un outil de différenciation. Voilà, c'est un réseau social que j'utilise pas énormément, mais effectivement parce que c'est pas ma cible non plus. Mais effectivement, dans cette catégorie d'âge-là, il y a tout intérêt à être présent sur Snapchat. Ensuite, on a Insta. Insta, c'est plus pour les photos. On va plus être dans effectivement les 20-25 ans, 20-25-30 ans. On est sur ça. Et on est sur un créneau assez bien identifié puisqu'on va être sur tout ce qui met en valeur la photographie, puisque c'est ce qu'on appelle image first. Donc ça veut dire que ça va être, je ne sais pas, par exemple, les paysages, la cuisine, ça va être le voyage, le lifestyle, etc., etc. Deux choses importantes à retenir sur Instagram, c'est que vous n'avez pas accès aux métriques tant que vous n'avez pas un nombre de followers. Ils sont pas cons. Ils sont pas cons. Ils disent, ok, tu veux faire du marketing chez moi, commence à me ramener 500, 600, 1000 followers. Après, on verra. Du coup, effectivement, il faut avoir déjà un nombre de followers identifié. Par contre, ça marche très bien. C'est-à-dire que les gens vont spontanément venir à partir du moment où on référence bien les posts. Pour ça, on utilise le hashtag. J'en parlerai pas là non plus parce que je pourrais vous faire un topo complet sur le référencement. Le hashtag en fait partie. Et le hashtag est un formidable outil de référencement, d'identification des tendances. Parce qu'en fait, je vais comprendre les tendances, je vais les intégrer, et du coup, je vais attaquer sur des choses, sur des feux de paille, sur de la stratégie de buzz, et bim, on va gagner de l'audience de manière exponentielle, rapidement. D'accord. Il y a cette stratégie aussi qui existe, et il y a des outils formidables qui existent pour ça. Par exemple, j'ai un logiciel qui me permet, je tape un secteur d'activité, il va me sortir tous les hashtags tendances, tous les mots-clés, plus les sites afférents, les blogs afférents, les tendances, etc. Je vais avoir Twitter. Alors Twitter, c'est un peu le mauvais élève de la bande, c'est-à-dire que c'est un peu difficile de l'identifier. D'une part, il est très contraignant parce que c'est des posts de 326 caractères. C'est très compliqué parce que c'est pas un système d'ajout d'amis comme sur Facebook et sur LinkedIn, ça va être un système où je suis des personnes. Donc effectivement, le hashtag fonctionne bien, c'est eux les créateurs, ils se le sont fait piquer par Instagram. Et aujourd'hui, on a beaucoup de la presse qui est sur Twitter, on a beaucoup des blogueurs, on a beaucoup de l'information et de la personnalité. Le gros avantage de Twitter, par contre, ça vous pouvez le noter, c'est que souvent, les influenceurs ont peu d'abonnés parce que c'est un réseau social qui marche moins bien, donc c'est plus facile de les contacter. Si vous cherchez des influenceurs, je vous recommande d'aller sur Twitter, vous y accéderez plus facilement. Et une deuxième chose, pareil, les influenceurs, on n'en parle pas, mais c'est des leviers de croissance exponentielle pour pouvoir gagner de l'audience et pour pouvoir avoir une visibilité forte d'un coup. LinkedIn, j'adore ce réseau. J'adore ce réseau, il est plutôt orienté B2B. Il fonctionne très bien sur tout ce qui est articles, c'est-à-dire si vous écrivez des articles, si vous publiez du contenu, ça va être mis en valeur. Moi, je l'utilise beaucoup dans le cadre des conférences. Je publie des articles régulièrement et effectivement, du coup, mes 1400 contacts tombent sur les articles. Alors bien, c'est pareil, si vous mettez 1400 contacts de différents types, vous allez cibler qu'une partie. Donc l'objectif, ça va être de cibler des amis ou des contacts qui sont
plus dans votre secteur d'activité. Et effectivement, du coup, vous allez aussi gagner de l'audience et surtout, vous allez gagner de la légitimité. Parce que quand vous publiez un article, vous êtes un expert. Donc si vous êtes un expert, il y a fort à parier qu'un client se dise « Ok, lui il sait de quoi il parle, je vais commenter son post, c'est très intéressant ce qu'il dit. » Et du coup, il ne vous contactera pas. Hein. Un truc, il ne viendra pas vers vous, c'est pas de la pub. Par contre, quand vous l'appellerez ou quand votre commercial l'appellera, c'est vrai, j'ai vu, oui, c'est vrai, ce que vous faites, c'est quand même pas mal. Voilà. Et du coup, ça va créer une dynamique. Si c'est pas le moment, il vous dira que c'est pas le moment. Mais il vous dira jamais Ok, envoyez-moi un mail. Ça, vous la connaissez cette phrase? Moi aussi, je la connais. Voilà. Ensuite, on a des réseaux secondaires, je les présente rapidement. WhatsApp, c'est très prometteur. C'est quoi? C'est un réseau social qui valorise les cercles internes, plutôt la famille, les amis, les relations privées. Ça n'a pas encore de pub. Je vous promets que dans les 5 prochaines années, ce sera investi. Et je pense qu'il y a tellement d'interactions privées que du coup, en termes de données personnelles, là, WhatsApp, ils sont... Oh, on va s'en mettre plein les fouilles. Ensuite, on a Twitch. Twitch, c'est très important, je voulais en parler. C'est un réseau social que j'utilise pas trop, c'est du jeu vidéo. Mais il faut savoir que le jeu vidéo est en train de prendre un boost énorme. Et je vais vous dire parce que ça va vous servir aussi pour la stratégie, pour une stratégie. Le jeu vidéo prend un boost énorme. Ça va continuer à évoluer puisque votre génération Z, elle arrive à grands pas vers les tranches d'âge supérieures. Et donc du coup, ça sera une catégorie qui va jouer aux jeux vidéo. Donc à un moment donné, il va falloir aussi trouver des stratégies d'annonce ou d'annonceurs par l'intermédiaire des jeux vidéo. Et vous allez voir que le vidéo game, c'est aussi un formidable outil de données. Le choix du réseau dépend de la cible, de l'activité et du contenu. Effectivement, ne prenez pas tous les réseaux, ne prenez pas n'importe quel réseau parce que votre petit-fils y est et que c'est ça qu'il utilise, ou parce que votre grand-oncle ou votre cousin y est. Prenez un réseau parce que vous aurez clairement identifié votre cible. Ça, c'est le rôle d'une agence. C'est-à-dire que si jamais vous n'êtes pas un digital native, vous n'avez pas une utilisation fluide des réseaux sociaux, une agence va très très bien vous conseiller là-dessus et elle va vous donner ces éléments-là. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter les agences pour ça, à obtenir des diagnostics parce que effectivement, eux, ils vont se positionner. Et ça va être intéressant pour vous. Allez, on termine. On a les types de publications et après à la fin, je vous ai prévu une petite étude de cas et ça sera tout pour moi. On a 4 types de publications sur Internet. Si je fais que de la pub à outrance, c'est-à-dire si je publie tout le temps des posts qui parlent de mon entreprise et des services que je poste, votre utilisateur, il va avoir 1 fois, 2 fois, 3 fois, la 4e, ça va la saouler, la 5e, il va vous oublier. La 6e, c'est Facebook qui va vous oublier, parce qu'en fait, du coup, il ne fera plus remonter vos posts dans le mur. Donc, il faut des publications divertissantes. Des mèmes, vous savez ce que c'est les mèmes? Les mèmes, c'est des photos avec des petites citations. Genre, Jawad qui disait, ils ont dit qu'ils allaient lancer une roquette, je pensais qu'ils allaient faire de la salade. Genre, ces choses-là, ces choses-là, les mèmes. Donc les mèmes, ça marche très bien. C'est un bon levier pour faire de l'audience. On va avoir l'engagement. Alors pardon, on va avoir les vidéos et les posts humoristiques. Les posts humoristiques, ça va être une citation, un élément, une citation drôle, une citation inspirante. On va avoir des vidéos, des petites vidéos humoristiques très rapides, très succinctes. Et ça va créer du levier de croissance. Pour la petite information, personnellement, je fais de la danse latine, de la salsa et tout. J'adore ça, j'ai dansé pendant longtemps. Et je publie souvent sur les réseaux sociaux. Et un jour, il s'avère que j'ai eu une mésaventure qui m'est arrivée. Du coup, j'ai fait une petite vidéo à la Norman sur les thématiques de la salsa. Je l'ai postée sur mon réseau, sans aucune pub, c'était juste à titre personnel. Je l'ai publiée et en fait, la vidéo a pris un buzz parce que le réseau de la salsa n'a aucune visibilité. Donc souvent, quand ils ont un post qui les concerne, tac, tout de suite, ils relayent. Et donc la vidéo a fait 70 000 vues en 4 jours sur Facebook. J'en ai posté une deuxième en organique qui a fait 160 000 vues et qui m'a permis de décrocher un contrat avec une grosse société, puisqu'en fait, après, j'ai vu qu'ils étaient en mise en place d'un projet, ils avaient obtenu une levée de fonds. J'ai passé un petit coup de fil. J'ai contacté la personne en com pour lui dire merci d'avoir relayé ma vidéo. Et du coup, on a échangé. J'ai dit voilà, à l'époque, je faisais de l'événementiel, je fais de l'event. Est-ce que ça t'intéresse? Ah, justement, on est en train de travailler sur un gros event. Bon, cool.
Divertissant, donc acquisition, engagement, snacking content, ça veut dire quoi? C'est-à-dire je vais faire de l'acquisition, donc je vais augmenter mon nombre de followers, mon audience, je vais faire de l'engagement, je vais pouvoir permettre aux gens de commenter, de s'exprimer, et je vais tout travailler sur ce qu'on appelle le snacking content. C'est quoi le snacking content? C'est du contenu très court, vidéo, 1 minute 30 maximum, des posts que je peux voir rapidement. Il y a aussi un truc là-dessus, c'est alors vous allez dire, ouais ok, je privilégie ça à fond. Pas sur YouTube. YouTube, ils sont malins, ils se sont dit, bon, on va changer nos modalités de référencement, parce que là, déjà, on en a marre que ce soit toujours les mêmes qui remontent dans les vidéos, et puis on en a marre que l'utilisateur, il regarde des vidéos de 10 minutes, parce qu'après, il se barre. Donc on va plutôt mettre en valeur des vidéos de 25, 30 minutes, 40 minutes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur YouTube, vous avez beaucoup de vidéos qui sont beaucoup plus longues. Les YouTubeurs, comme McFly et Carlito, font des vidéos de 45 minutes. C'est des films. Non, c'est des vlogs, où ils parlent face à une caméra pendant 45 minutes. Pourquoi? Parce que l'utilisateur est là. Et en plus, du coup, comme ils intercalent de la pub à chaque fois, c'est bingo pour eux, c'est plus rentable. Ensuite, on va avoir les publications informatives. Oui, parce que en fait, si vous faites le mariole tout le temps et que vous avez une marque entreprise, ou si vous mettez que des trucs divertissants, c'est bien beau, mais il faut la convertir à un moment donné, notre cible, et il faut montrer sa légitimité. Informative, je vais relayer des articles, je vais publier des articles, je vais le tenir informé. Par exemple, moi, souvent, j'informe sur les RGPD, sur la data, sur tout ça. Super important. Donc les publications, ça va être de l'article, de l'infographie. Là, on va pas être dans de l'acquisition, on va plutôt être dans l'entretien de ma cible. C'est-à-dire que j'ai ma cible qui est déjà là et puis je lui propose du contenu régulier pour exister. Je vais être dans les participatifs, le sondage, les jeux concours, les jeux en ligne. Ça va créer de l'engagement, ça va créer de la récompense. Le jeu concours, ma cible, elle est là, elle poste, elle publie régulièrement. À un moment donné, il faut que je la récompense parce qu'elle participe activement à mon contenu. Si vous voulez tout faire tout seul, vous n'y arriverez pas. Par contre, si les autres interagissent et participent, il faut les récompenser. C'est important, sinon au bout d'un moment, ils iront ailleurs. Et la data, ça c'est top, c'est-à-dire que dès qu'ils participent, du coup, je vais pouvoir avoir des données. Et ces données, en fait, ça va me servir à voir pourquoi je ne vends pas assez. Ou si je veux vendre, comment je peux vendre mieux. Les jeux en ligne. Il y a un outil qui s'appelle Sundiv. J'aurais pas le temps de l'expliquer aujourd'hui, mais je vais vous dire en 2 mois à quoi ça correspond. C'est en gros une application sur Internet qui vous permet de créer un petit questionnaire. Genre, comment vous serez dans 10 ans? Comment vous serez dans 10 ans? Et du coup, vous répondez à quelques questions et on vous projette un profil, ou on vous projette un projet de carrière, etc. Ça, c'est très drôle, c'est un jeu, mais si c'est un jeu qui est utilisé par un organisme de formation, il va pouvoir, dans sa stratégie, savoir exactement les besoins de sa cible, en termes de formation, en termes de contenu, etc., etc., en termes d'aspiration métier. Et donc ça va permettre de cibler très précisément l'argumentaire commercial. Et enfin, il faut bien sûr du post commercial, parce qu'à un moment donné, c'est bien beau, mais il faut quand même convertir. Convertir, donc ça veut dire du call to action, j'envoie vers mon site web, ça veut dire de la promotion, ça veut dire du jeu concours, ça veut dire du lancement de produits, voilà. Il faut à un moment donné aussi que j'explique que je suis là pour vendre, parce que si je ne le fais pas, au final, je ne sers à rien. Récompense et conversion. La gestion quotidienne. Je vous donne sur 2 slides des outils, des recommandations pour l'utilisation des médias sociaux. Ces recommandations, c'est pour vous alléger et c'est aussi les contraintes que vous avez. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est le plus intelligent, quelles sont les bonnes pratiques, etc. etc. D'ailleurs... Ah tiens, c'est marrant, je vais la boîte à outils. Bon, désolé, excusez-moi, je vous donne d'abord des outils et ensuite je vous donne les recommandations. RC les 2 slides. Donc les outils, il y a 2 outils qui sont super intéressants. Il y a les planeurs, oui, parce qu'à un moment donné, si vous êtes en train de publier sur 3 ou 4 réseaux et que vous devez vous taper un post sur Twitter, un post sur LinkedIn, un post sur Snapchat, un post sur Insta, vous passez votre vie à faire ça. Donc du coup, il y a des planeurs comme Buffer et Hootsuite qui vont vous permettre, avec un post, tac, d'envoyer sur tous les réseaux sociaux. Un planeur va vous permettre d'envoyer simultanément, enfin de programmer les publications sur un mois. C'est ce que font les community managers avec lesquels je travaille. Une journée, on définit la stratégie, il prend une journée, il prépare toutes les publis sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Ça dépend de la rapidité et de l'actualité qu'il doit gérer. Mais après, le mec n'est pas là au ciné à 20h avec son smartphone, c'est invivable sinon. Vous passez votre vie dessus. C'est l'objectif des Facebook et compagnie. Donc il faut trouver des outils.
Et ces outils, Hootsuite et Buffer, sont très bien. Il y a une partie qui est gratuite. J'ai essayé de vous donner, et je le donne toujours dans les conférences, je donne toujours au maximum des outils gratuits. Il faut savoir un truc, c'est que j'ai développé mon entreprise sur la base de tous les outils gratuits. À ce jour, j'ai acheté aucun CRM, etc. Alors, je ne dis pas que les CRM ne servent à rien, attention, surtout s'il y a des gens qui font des CRM ici. Je vais me faire alpaguer, je vais disparaître après la conférence. Je dis pas que les CRM ne servent à rien, je dis juste que quand on est... Moi, j'étais tout seul. Pour un lancement, à un moment donné, il fallait que j'ai une stratégie. Évidemment que les CRM vont être intéressants, les CRM qui vont vous permettre d'avoir accès à des données, les CRM qui vont être dans une dynamique voilà, de conversion. Mais encore une fois, quand vous démarrez ou quand vous démarrez un projet, l'objectif c'est de gagner de l'argent. Une fois qu'on en gagne, c'est génial, on peut investir, hein, c'est facile. Mais au début, quand on part de rien, ça fait mal aux dents de mettre 10 000 ou 15 000 euros par mois, par an sur de la publicité, sur du CRM, etc. Donc plus on peut réduire les coûts, mieux c'est. Et après, effectivement, on développe, on grandit son équipe commerciale, on met en place tout un système de gestion. Et là, effectivement, il y a une deuxième partie, il y a les outils qui arrivent en compte. Le gros hacking. Le gros hacking, c'est quoi? C'est comment je récupère rapidement de la donnée sur les réseaux sociaux. Je vous parlais tout à l'heure de lead manager. Le lead manager, il doit se charger de récupérer les leads. Moi, par exemple, il m'est arrivé, j'ai un post d'un influenceur. Cet influenceur va créer énormément d'engagement. Je sais que l'engagement, par exemple, c'est un concurrent. Ce concurrent a le même créneau que moi. Il a sensiblement la même cible. Il y a énormément de gens qui ont commenté. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce qu'on appelle un scrapping, c'est-à-dire je vais drainer toutes les données de tous ceux qui ont participé à cette conversation. Du coup, après, je les réinjecte dans mon LinkedIn, ça fait des ajouts automatiques, et puis derrière, c'est hyper simple, parce qu'il va voir ce que je fais, il va être intéressé ou pas, s'il est intéressé, il m'ajoute, s'il n'est pas intéressé, il ne m'ajoute pas. Tous ceux qui m'ajoutent sont qualifiés, et c'est parti, ça devient une audience, et ça convertit. Et puis après, voilà, on se marre un peu, quoi. IFTTT, c'est un logiciel qui permet d'automatiser les posts sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta et Twitter. Ça marche très très bien. Vous pouvez publier un truc tout bête. Vous avez un réseau de 1400 amis sur votre profil Facebook. Et vous voulez faire une petite relance commerciale. Si vous dites « Bonjour, je vends des aspirateurs », je ne suis pas sûr que la personne, en fonction d'où elle va être, au bureau, dans les transports, fatiguée et tout, les aspirateurs, vas-y, c'est bon, je répondrai plus tard ou je répondrai jamais. Si je lui dis « Bonjour, bon anniversaire, comment tu vas, quoi de neuf depuis le temps ?» Là, la personne va s'intéresser à vous parce que vous vous intéressez à elle. Et ça, il y a des posts automatisés qui permettent de cibler, d'envoyer un message d'anniversaire à tous les contacts de manière quotidienne. Il y a des posts ciblés qui... Je suis désolé s'il y en a qui sont choqués, qui se disent « Oh là là, mais c'est pas vrai, je reçois des messages d'anniversaire tout le temps. Les salauds !» Voilà, donc il y a des stratégies. Il y a aussi la possibilité de liker sur Instagram automatiquement des posts qui sont afférents à mon domaine d'activité en fonction des hashtags. Je like la publication de quelqu'un d'autre, il va aller regarder mon profil et donc il va m'ajouter et ainsi de suite. Cercle vertueux. Alors c'est des scripts automatisés. Donc c'est pas t'appuies sur un bouton, il faut déjà configurer le truc, lui donner des éléments. Enfin il y a quand même un travail, tu vois. Il peut y avoir un hashtag qui peut être où le texte est négatif pour on va pas liker. Mais le hashtag. Oui, tu peux cibler en fait, tu peux faire des requêtes ciblées. Et encore une fois, je vous fais un rappel, attention, ça ne remplace pas l'humain. Parce que si vous remplacez l'humain, on va le voir, ça va se voir direct, il n'y aura personne au bout du fil, vous allez avoir un vieux robot qui vous répondra « Bonjour, en quoi puis-je vous aider donne-moi les horaires du prochain avion. Il fait beau aujourd'hui, etc. etc. » Donc évitez ça, c'est vraiment au service du lead manager et du commercial, hein, ces outils-là. Sinon, en fait, ça ne sera pas pertinent. Parce que du coup, votre client, derrière, ça va le saouler. Et si ça le saoule, il va mettre des avis et ainsi de suite. D'accord? Donc pensez bien à ça. Hein. Je ne suis pas en train de vous donner des trucs pour pirater le monde. Je suis juste en train de vous donner des outils pour essayer de faire grandir votre audience. Et après, c'est le travail en équipe et le contact humain qui prime. Et Phantom Buster, c'est pareil. C'est un système de script. Alors c'est un peu plus pointu ça, mais du coup, vous allez pouvoir automatiser des process et des tâches sur LinkedIn, sur Insta. J'ai fait un truc qui était super, c'est qu'en fait, quand j'ai eu vos noms et prénoms, j'ai réinjecté tout ça sur LinkedIn et ensuite j'ai rescrapé les données, comme ça me donne en fait un tableau Excel avec tous les profils de chacun.
Et comme ça, du coup, ça me permet après de cibler, de faire des tris, des fils, de donner des stats, de savoir. C'était trop éparse aujourd'hui, mais j'aurais pu vous faire une démo avec des stats, savoir quel taux de pourcentage vient de la formation, des agences, de l'artisanat, etc., etc. Allez, les recommandations et conseils. C'est la slide que je voulais passer, j'étais tellement impatient. On arrive vers la fin de la présentation et la première recommandation que je vous donne, c'est faites participer vos équipes. Il faut une gestion collaborative des médias sociaux. Si vous êtes tout seul ou si vous avez une seule personne qui fait ça, ça ne fonctionnera pas. Si vous travaillez avec une agence, c'est très positif de faire ça parce qu'en fait, vous allez publier du contenu que vous allez leur redonner derrière. Donc ils auront du volume et eux, après, éventuellement, ils vont se charger d'automatiser si c'est un truc que vous ne savez pas forcément faire. Mais par contre, le contenu, ils ne peuvent pas l'inventer, en fait. Ils ne pourront pas prendre la petite photo qui va bien. Ils ne pourront pas publier la petite photo avec votre client, de votre super piscine construite, de votre belle maison, de votre nouveau logiciel, de ce bel événement. Ça, l'agence, elle ne pourra pas faire ça tout le temps. Ça va avoir des coûts trop importants et aujourd'hui, le besoin en contenu est plus que nécessaire. Donc, c'est aussi important de s'éduquer à ça. Et c'est important aussi d'éduquer vos équipes. Parce que si vous éduquez, si vous avez 10 personnes dans vos équipes ou dans vos projets ou sur du ponctuel, par exemple un traiteur, ça va avoir du poids si les personnes postent ou prennent des photos, les renvoient vers un WhatsApp et après vous renvoyez tout à l'agence. D'accord ? Il y a des outils très simples et tout ça, ça permet de récupérer du contenu. Ça va vite, vous communiquez beaucoup, intelligemment et ça fonctionne. L'agence, elle se chargera, si vous ne savez pas, de poser la ligne éditoriale. Donc elle vous dira, oui, ce contenu, fais-en plus, c'est génial. Ce contenu-là, ouais, évite, parce que du coup, ça n'est pas très vendeur. Ça, l'agence, elle vous le dira, elle sera top pour ça. Mais effectivement, le travail en amont, c'est bien de s'éduquer aux réseaux sociaux et à la création de contenu, surtout. Utilisez le storytelling. Ne dites pas 10 € les 5, terminé, parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait ça. Non, racontez une histoire, mettez en avant... Raconter une histoire, voilà. Moi, quand je parle de la conférence que j'ai donnée, j'ai pas juste dit « conférence ». J'ai parlé de l'UPE 66 auquel j'étais, j'ai diffusé j'ai raconté mon aventure avec Caramel Prod, voilà, j'ai échangé, j'ai donné des éléments. Alors après, je vous demande pas non plus de raconter votre vie, hein, n'allez pas dans un truc... mais l'agence aussi se chargera de ça. Si vous n'avez pas envie de le faire, vous publiez les photos et ils se chargeront de la dimension storytelling. Ça, généralement, ils savent bien faire aussi. Mettez en avant les personnes, super important. Si vous prenez votre piscine, alors les gens vont dire « Ok, c'est une piscine ». Si par contre vous venez de construire une piscine chez un gros client pour un centre de thalasso ou un truc comme ça, et que vous prenez en photo avec votre client, en fait vous le mettez en avant, vous allez le taguer sur les réseaux sociaux, tous ses amis vont voir la publication, donc vous allez remonter d'un coup, bim, et ça gratuitement. S'il a 1400 amis et qu'il a 5000 followers sur sa page, vous faites une publication, vous touchez 6400 personnes en un coup sans avoir dépensé aucun frais publicitaire. Ça vaut quand même le coup de prendre une petite photo avec son smartphone. Favoriser la synergie. La synergie, c'est ce que je vous disais, je le répète encore et encore, et je m'excuse, c'est un peu du bourrage de crâne, mais les équipes commerciales et communication digitale doivent travailler ensemble. Super important. D'ailleurs, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas. Je vous répondrai sur comment mettre en place ces synergies. On pourrait faire 2 heures là-dessus. Mais c'est hyper, hyper important, vraiment. Cibler, c'est choisir le réseau, le contenu, la stratégie. Ne ciblez pas tout le monde. D'accord, cibler vraiment des profils. Et ça, on va dire le social media manager, le traffic manager vont se charger de ça. Le traffic manager, il va vous prendre vos 1400 réseaux, vos 1400 contacts sur LinkedIn, il va dire ok, lui, il faut le cibler. Il va utiliser des outils Excel qui va lui permettre de faire des requêtes, des filtrages, et ça va aller très vite. Et du coup, il va extraire une partie de ciblage. C'est ce que j'ai fait là, je vous parlais de spectacle, j'ai une commerciale qui part sur Avignon. Elle m'envoie un document Excel, elle chope 2000 contacts de toutes les personnes qui seront sur Avignon. Et elle fait « Ok, je vais y aller. Je vais faire un gros travail, mais ça va le faire. » Et je lui dis « Attends, je vais te faire économiser 1 an. » Je lui ai donné les éléments, j'ai fait des requêtes ciblées, j'ai fait des extractions très précises en fonction des profils et tout. Je lui ai sorti 30 profils, je lui ai dit « C'est ceux-là en priorité. » Mais par contre, c'est elle qui a défini son ciblage, c'est elle la commerciale. Moi, je n'ai pas vocation à faire ça. Je ne connais pas les contacts, je ne sais pas quels sont les contacts qu'elle souhaite aborder. Donc en fait, je me suis basé sur ces données, bim, et après j'ai extrait ce qu'il fallait. Ça, c'est le rôle du traffic manager et du lead manager.
Favoriser le DIA. Attention, on va parler en anglais, anglicisme, ça fait un peu bobo parisien. Le DIA, donc ça veut dire do it yourself en fait. Ça veut dire en fait je crée moi-même, je fais moi-même les choses. Alors effectivement on peut pas tout faire tout seul, mais le truc c'est que si jamais vous demandez à une tierce personne de publier, enfin de créer le contenu, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez l'appeler, vous allez faire une première réunion. Cette première réunion, vous allez formaliser vos besoins en termes de contenu. Ensuite, il va réfléchir. Il va vous faire un devis. C'est trop cher, il faut le rediscuter. Vous allez faire une deuxième réunion. Vous allez lui demander de poster des trucs ou de prendre des photos surtout. Il va prendre des photos, ça ne va pas correspondre à ce que vous voulez, ça ne met pas en avant vos arguments. Et il s'est écoulé 3 semaines. Avec votre téléphone, vous prenez une photo et terminé. Donc regardez bien, vraiment essayez de cibler ce que vous pouvez faire vous-même et ensuite ce que vous devez déléguer. D'accord. Et ça, c'est aussi, ce sera le principe des questions et c'est des choses sur lesquelles vous pouvez m'interroger là-dessus. Je pourrais vous accompagner. Et enfin, explorer, tester. N'hésitez pas à tester des outils ou n'hésitez pas à demander à vos équipes digitales de tester des nouveaux outils. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'outils qui arrivent sur le marché. Et par contre, un truc important, il y a aussi les réseaux sociaux qui se mettent à jour. Ils ne sont pas bêtes. Il y a des outils qui marchaient très bien il y a encore 2 semaines qui ne marchent plus. Il y a un truc que je montrais en conférence il y a 2 semaines, j'étais le roi du pétrole avec ça. En fait, je faisais une requête ciblée avec une forme de code SQL sur Facebook et ça me sortait tous les profils liés à une catégorie d'âge, une catégorie socio-professionnelle, un like d'une communauté, toutes les personnes qui aiment le latino, toutes les personnes qui sont sorties à tel endroit, qui habitent à tel endroit. Donc je pouvais localiser quasiment ultra précisément chaque profil. Ça, je pouvais le faire il y a 2 semaines. J'étais un peu dégoûté parce que j'étais avec des étudiants. Je vais vous montrer un truc de ouf. Et en fait, Facebook a changé l'algorithme. Mais ça va évoluer. Et puis, il va y avoir d'autres outils. Donc, il faut se tenir à jour si possible. On termine avec une étude de cas. Et je vous parlais du latino et je vous parlais de cette publication qui a buzzé. On va travailler là-dessus rapidement. Je ne vais pas vous embêter trop longtemps, mais on va voir un petit peu si vous arrivez à explorer les outils que je vous ai donnés. Ouais, non, avant je vous parle des indicateurs, c'est fatigue. Je passe rapidement là-dessus. Notoriété, acquisition, conversion. La notoriété, c'est quoi? C'est comment je suis connu, la e-réputation. L'acquisition, c'est comment j'intègre, et la conversion, c'est comment je vends. D'accord? Et tout ça, tout ce processus doit être sur les réseaux sociaux. Tac. Allez, on passe sur le cas pratique. Allons-y. Alors, cette page s'appelle El Muchacho. Souvent, quand je suis avec les étudiants, je me dis, prennent leur téléphone et tout. Ah, vous irez voir après, parce qu'après, vous n'allez plus me voir du tout pareil. Et ça va me gêner, du coup. J'ai fait 2 vidéos. J'en ai fait une sur les comédies musicales, j'en ai fait une sur les profs de danse. La première vidéo fait 88 335 vues. La deuxième fait 78 335 vues. Je vous invite à noter les données que je suis en train de vous donner, parce que vous allez en avoir besoin. Je vous repasse ça sous un autre format. Donc, allons rapidement sur les analytiques. La première vidéo fait 88 335, la deuxième 78 555. Sur la première, j'atteins 220 000 personnes, sur la deuxième 175 000 personnes. Personnes atteintes, nombre d'utilisateurs uniques qui ont vu ma publication, qui n'ont pas forcément regardé la vidéo, qui ont vu ma publication. Logique, 220 000, 175 000, c'est normal, j'ai plus de vues sur l'une que sur l'autre. A priori, là-dessus, laquelle a le mieux marché? La 2? Pourquoi? Alors, la première a fait plus d'audience. Donc la première a touché plus de personnes. La deuxième a fait plus de quoi? La deuxième a fait plus d'engagement. La deuxième a touché les gens de manière... En tout cas, les gens ont participé à la publication. Ils ont publié, ils ont discuté, ils ont échangé. Il y a eu de l'engagement. Attention, parce qu'il y a des trucs, c'est que l'engagement, voilà, sensiblement, on est sur... on n'a rien de gré. Hein. Vous voyez, là, on a du grrr, là, on n'a pas de grrr. Ça veut dire que... Parce que ça aurait été génial, hein, une vidéo qui fait 75 000 vues avec beaucoup plus d'engagement, mais avec que des gens qui ne sont pas contents. Il y a moyen que ce soit pas top, quand même. Ok. Alors,
Donc nombre de vues par vidéo, tout ça c'est les petites questions que je vous ai données. Je ne sais pas si vous les avez notées. Que constatez-vous? On vient de le dire, je ne repasse pas. Il y a plus de vues sur une que sur l'autre, mais il y a plus de vues mais moins d'engagement. Ok, pourquoi? Quelles sont les infos qui vous manquent? Je vous rassure, vous n'avez pas les infos pour me donner la réponse. Par contre, vous avez probablement la possibilité de réfléchir et de poser des hypothèses. Pourquoi il y a une vidéo qui fait plus de vues et moins d'engagement, et pourquoi la deuxième, elle fait moins de vues mais plus d'engagement? Alors, je vais répondre à ça, c'est le même type de vidéo. C'est une vidéo sur les danses latines, une autre vidéo sur la thématique de la danse, des comédies musicales, etc. On est sensiblement, effectivement, sur en tout cas, le même environnement, d'accord? Et on est sur un peu le même, on va dire, type de personnes qui ont partagé. Effectivement, il y a quelque chose qui se passe, en revanche, au niveau de la cible. En fait, dans ton contenu, si dans ta première vidéo, tu donnes une explication, mais qui est banale, entre guillemets, les gens vont regarder et vont dire « Ah d'accord ». Dans la deuxième, si tu mets une vidéo dont ton contenu amène à une réaction en disant « Qu'est-ce que vous en pensez ?» ou alors exprès tu choques d'une manière positive ou négative, ou tu crées du « Bah j'arrive pas à savoir si c'est plutôt un ou plutôt deux qu'il faut que je choisisse, aidez-moi à choisir », là tu invites ton auditeur à créer l'interaction. Ça peut être une... C'est vrai, ça peut être possible, effectivement. L'objectif, c'est de créer de l'engagement. Et le phénomène extrême de ça, on appelle ça le contenu putaclic. C'est-à-dire le contenu où on va vous balancer un titre, vous allez cliquer, vous allez faire « Ah ouais, c'était ça. Franchement, ils m'ont bien déçu. » Mais effectivement, du coup, j'aurais pu avoir une vidéo qui amène plus à l'engagement. Il y a une autre chose, je reviens sur ce que vous disiez, c'était très intéressant, c'est la cible. Donc tout le monde a levé la main pour ce qu'il y avait Facebook. Qui, sur Facebook, le consulte une fois par jour, on va dire? Ok, bon, on a une bonne partie de la salle qui l'utilise régulièrement, qui le consulte régulièrement. Qui poste sur Facebook plus d'une fois par jour? Tous les patrons. Ouais, mais community manager, ça compte pas, tu vas planter mes statistiques. Qui poste plus d'une fois par semaine? Qui poste plus d'une fois par mois? Ok, qui poste pas du tout? Effectivement, vous êtes tous à utiliser les réseaux sociaux, mais vous n'allez pas forcément poster tous les jours. Maintenant, qui relaye, commente, partage plus d'une fois par semaine? Ouais. Alors, il faut savoir un truc, c'est qu'on est sur... vous êtes un peu plus âgé qu'un groupe d'étudiants de 20 ans. Un groupe d'étudiants de 20 ans, personne ne lève la main. Personne ne poste, ne relaye, ne commente. Souvent, ou alors ils postent dans leur réseau privé. Ils vont poster, mais ils ne vont pas commenter les publications des autres, en tout cas les publications qu'ils vont voir sur Facebook. Ils vont faire ça sur des réseaux plutôt comme Instagram, où ils savent qu'ils ont leur communauté, leur groupe de potes, etc. D'accord ? Voilà. Mais en tout cas, ils ne vont pas le faire sur une publication comme ça, d'un mec inconnu, lambda, sur des volumes d'audience, comme je vous ai montré, sur 80 000 vues. Ça veut dire qu'on va avoir un type de cible qui va commenter, qui va interagir, qui va donner son avis, et un autre qui va être plus discret. Rapidement, le nombre de minutes visionnées sur la vidéo 1, on est à 50 392. On a un taux de rétention d'audience de 18 secondes. C'est-à-dire qu'en moyenne, les gens regardaient 18 secondes de la vidéo. Elle fait 5 minutes. La durée de visionnage ici est de 21 secondes. Donc j'ai un taux de rétention qui est faible, mais c'est normal. Et il y a une slide que j'ai enlevée, mais en fait, pourquoi il y a un taux de rétention qui est aussi faible? Parce que Facebook, quand vous allez sur votre Facebook, en fait, la vidéo va se lancer automatiquement. Donc déjà, il y a 80% de votre audience qui va zapper. Petite information, pour vous, c'est gratos, vous pouvez le désactiver, ça. Vous pouvez le désactiver. Si vous en avez marre que les vidéos se lancent direct, en plus vous avez du son, vous avez oublié de couper la sonnerie, vous êtes dans le métro et là... C'est un peu chaotique. Et moi, ça m'arrange, ça fait plus de conversion. Alors là-dedans, du coup, finalement, c'est quoi cet écart entre l'engagement et l'audience? Vous l'avez déjà un peu dit, vous êtes bon ce matin. C'est effectivement ma cible. Ici, je vais avoir plutôt des hommes de 25 à 34 ans en moyenne, alors qu'ici, je vais avoir des femmes. Et effectivement, on a constaté que sur ce secteur d'activité, dans le monde du latino, en règle générale, de toute façon, voilà, les femmes vont être plus en interaction, mais surtout en tant que promoteur de ma vidéo, de mon produit, elles vont mettre davantage en valeur. Et par contre, s'il y a un truc qui ne va pas, ça va y aller. Et après,
je ne suis pas une Bible, je n'ai pas vocation à vous dire pourquoi les gens ont agi comme ça ou pas. Il y a toujours dans le buzz un phénomène qu'on n'explique pas. Par contre, il y a deux choses que je peux vous dire. C'est que ici, la première a fait plus de vues parce qu'on a eu des relais de pages influenceurs avec des 200 000 vues, etc., qui ont relayé la page. Augmentation du nombre de vues. Par contre, sur celle-là, sur la vidéo numéro 2, j'ai mis un micro-influenceur, qui est un ami. Ça veut dire quoi un micro-influenceur? C'est-à-dire quelqu'un qui est connu dans le milieu latino parce qu'il fait des festivals, il est connu, il voit les gens. Il n'a pas des millions d'abonnés, il n'a pas des millions de vues, sinon il m'aurait coûté une blinde. Mais à lui seul, ça suffisait à créer de l'engagement parce qu'il est connu, et parce qu'il est aimé. Et donc parce qu'il est connu et qu'il est aimé, les gens partagent. Donc il y avait aussi ça derrière. D'accord? Ça ne vous coûtera pas forcément d'argent si vous mettez la bonne personne. Si vous ciblez une personne locale qui est un petit peu connue, mais pas trop, qui a une pratique régulière des réseaux sociaux, qui fait régulièrement des événements, etc., forcément, ça va monter si vous le mettez dans votre compte. D'accord. En conclusion, oui, désolé, en conclusion, donc, déjà, merci à tous pour votre écoute, merci pour votre patience, merci pour vos interactions. J'ai passé un très bon moment avec vous, vous avez participé à fond, vous avez été au taquet, vous avez pu quand même, j'espère en tout cas que ça a amélioré un petit peu votre vision des réseaux sociaux. Vous allez aller pouvoir boire un verre, vous désaltérer tranquillement. Je suis encore là si jamais il y a des questions, il y a des choses que vous souhaitez, sur lesquelles vous souhaitez échanger. Et comme le disait Raphaël tout à l'heure, Caramel Prod est un organisme de formation et du coup, notre responsable PEDA, Samuel, est là si jamais vous avez des questions sur la partie formation continue. Voilà. Il est juste ici. Voilà. Donc si jamais vous avez des questions, vous allez plutôt le voir lui. Si jamais vous avez des questions plus sur le contenu de l'intervention, je serai ravi d'échanger avec vous. Merci à tous et bonne fin de journée.